Lorsque les policiers franchirent la porte de la maison numéro 5 de la rue Revontulancy, 3 corps les attendaient à l'intérieur. Un homme dans l'entrée, une femme dans la cuisine, un enfant dans sa chambre. La porte était verrouillée de l'intérieur. Aucune effraction, aucune lutte. Seulement un ordre parfait et un meurtre parfait. Cette scène plongea immédiatement tout le monde dans la perplexité. De l'extérieur, la maison semblait comme si ses propriétaires allaient en revenir d'une promenade à tout moment. L'allée soigneusement déblayée, des traces de petites bottes dans la neige, un bonhomme de neige avec un nez de carotte dans la cour. Aux fenêtres brillaient doucement des lampes, créant une sensation de confort. Mais à l'intérieur régnait un silence qu'on ne pouvait plus qualifier de domestique. C'était le vide, après la tragédie. Le premier que trouvèrent les officiers fut Antti Heikkinen. Son corps gisait dans l'entrée, près du meuble à chaussures et du porte-manteau où pendaient encore les vestes d'hiver de la famille. Il semblait qu'il venait juste de rentrer chez lui et n'avait même pas eu le temps d'enlever ses bottes. Quelques pas plus loin, dans la cuisine, ils découvrirent Anna. Sur la table se trouvaient des tasses, l'une d'elles était renversée, et sur la nappe s'étalait une tache de café. Tout semblait comme si une conversation ou un dîner avait été interrompu par quelqu'un d'étranger, soudainement et sans prévenir. Le plus terrible était ce qui attendait à l'étage. Dans la chambre d'enfant, au milieu des jouets et des dessins colorés sur les murs, gisait le petit Mika. Sur son lit, traînait encore un livre d'images ouvert, et sur l'écran de télévision s'était figée l'image d'un dessin animé. Tout cela rendait ce qui se passait encore plus irréel. Il semblait que le temps dans la maison s'était arrêté en un instant. Le médecin légiste, après avoir examiné les corps sur place, constata de multiples blessures par arme blanche. La nature des blessures témoignait d'une attaque ciblée, sans la moindre trace de hasard ou d'affect. Mais en même temps, il n'y avait dans la maison aucune trace de lutte. Les objets n'étaient pas éparpillés, les fenêtres intactes et la porte restait fermée de l'intérieur. Même l'argent et les objets de valeur étaient à leur place. Cela ne signifiait qu'une chose. L'assassin était entré ici sans effraction. On l'avait laissé entrer volontairement. Plus encore, on lui faisait confiance. Une enquête fut ouverte pour meurtre de 3 personnes. Pour la petite ville d'Avasalo, ce fut un véritable choc. Ici, pendant des années, rien de plus grave qu'un petit vol en magasin ne s'était produit. Et maintenant, la police se trouvait face à un crime qui ressemblait davantage au scénario d'un film d'horreur. Que s'était-il passé dans la maison de la rue de l'Aurore boréale ? Qui avait pu anéantir une famille qui menait la vie la plus ordinaire et heureuse ? Et pourquoi, dans un endroit qui aurait dû être le plus sûr, se trouvaient soudain 3 corps ? Les réponses à ces questions se cachaient dans le passé. Et c'est là que les enquêteurs devaient chercher la solution. Ils gisaient dans leur propre maison, comme dans les décors d'un cauchemar étranger. Et immédiatement se posait la question, qui était-il, la famille Heikkinen ? Pourquoi quelqu'un avait-il décidé de leur ôter la vie ? Et pourquoi ? Antti Heikkinen était un homme dont on parlait avec respect dans la petite ville d'Avasalo, ingénieur principal d'une entreprise de construction locale, silencieux, raisonnable, sans gestes superflus ni paroles hautes. Ses collègues notèrent sa minutie. Antti n'était jamais en retard aux réunions, arrivait toujours avec des plans soignés où chaque ligne avait un sens. Dans son bureau se trouvait un cadre avec une photo de sa femme et de son fils, et c'était ce détail sur lequel tous attirèrent l'attention. Antti ne cachait pas que sa famille était plus importante pour lui que toutes les réussites professionnelles. Anna, sa femme, tenait la maison et élevait Mika. Elle aimait cuisiner, faisait des tartes finlandaises traditionnelles pour les fêtes, décorait la maison pour Noël à l'avance. C'est pourquoi, au numéro 5 de la rue Revontulancy, il faisait toujours particulièrement confortable en décembre. Une voisine de la rue se souvenait. Elle ne passait jamais sans dire bonjour. Et toujours avec le sourire,
même si elle était pressée. Le petit Mika, leur fils unique. Il venait de commencer à aller à la maternelle et les éducatrices notaient sa curiosité. Il aimait dessiner, surtout les aurores boréales, et l'un de ses dessins était encore accroché dans l'entrée de la maison. Pour les voisins, il était simplement un garçon lumineux qui saluait toujours de la main quand il faisait de la luge. Les enquêteurs, en interrogeant l'entourage, entendaient encore et encore la même chose. Tranquille, calme, ne se disputait jamais. Ni dette, ni criminalité, ni conflit bruyant. Aux yeux de la société, une famille modèle, comme on en connaissait peu dans la petite ville. Et c'était justement là que résidait l'énigme. Plus les policiers plongeaient dans leur vie, plus il devenait clair. Les Heikkinen n'avaient pas d'ennemis. La mort de cette famille ne correspondait à aucune version habituelle. Il n'y avait ni vol, ni querelle domestique, ni jalousie. Et pourtant, le premier maillon faible apparut assez rapidement. L'un des collègues d'Antti, Lauri Virtanen, lors de son interrogatoire, mentionna une situation tendue au travail. Il raconta un projet qui, ces derniers mois, était devenu la cause de disputes acharnées. Et bien que personne ne voulût croire qu'un conflit possible se cachait derrière l'harmonie extérieure, pour l'enquête, ce fut la première véritable piste. Ainsi apparut dans l'affaire de la famille Heikkinen une figure que la police ne pouvait ignorer. Et c'est à partir de ce moment que l'enquête prit une nouvelle direction, ouvrant des portes vers un côté où personne ne voulait d'abord regarder. Pour comprendre ce qui s'était passé dans la maison de la rue de l'Aurore boréale, les enquêteurs commencèrent par le simple. Il fallait reconstituer les dernières heures de la vie de la famille, car les corps ne furent trouvés que le 17 décembre. Mais quand tout s'était-il réellement passé? La chronologie s'interrompait le soir du 15. Ce jour-là, les voisins se souvenaient avoir vu de la lumière aux fenêtres. Anna préparait quelque chose dans la cuisine et Antti bricolait dans le garage. Selon la voisine d'en face, vers 8 heures du soir, Mika faisait de la luge dans la cour, saluait de la main et riait. Rien ne présageait le malheur. Après 9 heures, aux fenêtres ne brillait plus que la douce lumière du salon. C'était la dernière chose que quiconque avait vue. Les enregistrements des opérateurs de téléphonie mobile confirmèrent la même chose. Les téléphones d'Antti et Anna s'étaient donc connectés au réseau pour la dernière fois vers 21h30. Après cela, le silence. Ni appel, ni message. Comme si en un instant la liaison avec le monde extérieur avait été coupée. Le 16 décembre commença un vide inquiétant. Le dimanche, quand habituellement la famille Heikkinen sortait faire les courses ou se promenait, se passa cette fois dans un silence de mort. Les voisins s'étonnaient. Personne ne sortait de la maison. Personne ne déblayait l'allée après la nouvelle chute de neige. Les appels téléphoniques de collègues et de parents restaient sans réponse. Anna n'apparut pas à la bibliothèque locale où elle prenait des livres chaque semaine, et Mika à la maternelle où on l'attendait toujours. Au début, les gens autour pensaient « Bon, peut-être qu'ils étaient partis chez des parents ou avaient simplement décidé de passer le week-end à la maison. » Mais déjà, le matin du 17 décembre, la situation devint trop suspecte. Ce jour-là, Antti avait une réunion importante prévue au travail. Le projet sur lequel il travaillait depuis des mois exigeait sa présence. Mais il ne vint pas. Les collègues attendirent d'abord, puis essayèrent de l'appeler. Des dizaines d'appels restèrent sans réponse. À midi, la tension montait. Antti ne manquait jamais de rendez-vous, surtout de ce niveau. C'est alors que son partenaire d'affaires, Lauri Virtanen, ne tint plus. Il appela la police et signala la disparition. Ce fut le point de départ de toute l'enquête. Maintenant, l'enquête avait non seulement le tableau du crime, mais aussi un corridor temporel fixé. Les événements qui changèrent la vie de la petite ville eurent lieu le soir du 15 décembre. Et ensuite, la police devait découvrir qui ce soir-là était entré dans la maison des Heikkinen et pourquoi, après cela,
le silence était tombé. La maison de la rue de l'Aurore boréale semblait à première vue presque intacte. Aucune fenêtre brisée, aucune trace de force brute. Il semblait que la vie s'était interrompue d'elle-même, et non par des mains. Pour les criminologues, ce fut un véritable défi. Un tableau trop propre, un espace trop ordonné, où chaque détail pouvait s'avérer décisif. Le travail commença méthodiquement. L'entrée, la cuisine, la chambre. Chaque zone était fixée, photographiée, mesurée. Sur les portes et les fenêtres, aucune trace d'effraction, ni rayure de rossignol, ni serrure cassée. Cela fit immédiatement comprendre. On était entré non par l'arrière et non par la fenêtre. On avait laissé entrer la personne volontairement. Ensuite, les empreintes. Sur les meubles, sur les poignées de porte, sur la vaisselle. Toutes correspondaient au propriétaire. Aucune trace étrangère ne fut trouvée. C'était étrange. Le crime avait été commis par des mains, mais les traces de ces mains n'étaient pas restées. Une attention particulière fut portée à la cuisine. C'est ici qu'Anna avait vécu la dernière minute de sa vie. Sur la table se trouvait une tasse de café, à côté une assiette avec un gâteau. Tout semblait comme si une conversation avait été interrompue soudainement, mais ni couteau ni autre objet qui aurait pu devenir une arme ne se trouvait dans la maison. Il avait disparu avec celui qui était entré dans la maison. Étage par étage, centimètre par centimètre, les criminologues cherchaient au moins quelque chose qui expliquerait comment l'invité non désiré avait pu laisser derrière lui le vide. La poussière sur les étagères n'était pas dérangée. Dans les armoires, tout était à sa place. Même le portefeuille et les bijoux étaient restés intacts. La version du vol était définitivement écartée. Et pourtant, une observation devenait de plus en plus claire. Celui qui était venu dans la maison était une personne à qui on faisait confiance. Pas un voleur, pas un passant occasionnel. Celui qu'on avait laissé entrer sans crainte. Il semblait que l'affaire s'engageait dans une impasse. Mais c'est justement dans de telles impasses que naissent les trouvailles les plus petites, mais décisives. Sur le tapis clair près d'Anna, le criminologue remarqua de minuscules filaments. Leur teinte se détachait nettement sur le fond du tissu beige, un violet saturé. Quelques fibres très fines, comme arrachées par hasard d'un vêtement étranger. Aucun membre de la famille n'avait de telles choses, et dans la maison, on ne trouvait rien de semblable. Ces fibres furent étant soigneusement emballées dans des sachets spéciaux. L'analyse de laboratoire devait montrer leur origine. Alors personne ne se doutait encore que cette trace microscopique deviendrait la clé ouvrant le chemin vers le véritable assassin. L'enquête, qui commençait avec un vide total, obtenait pour la première fois une piste. Et maintenant, la police avait une chance de sortir de l'impasse et de trouver celui qui était entré dans la maison des Heikkinen ce soir de décembre. Le nom qui émergea en premier dans les documents de l'affaire sonnait trop évident pour être ignoré. Lauri Virtanen, le partenaire d'affaires d'Antti, l'homme avec qui il travaillait depuis 7 ans. Dans la petite ville, tous savaient que ces deux hommes portèrent sur eux les projets de construction clés. Et c'est justement dans leur duo qu'un conflit récent avait eu lieu, dont on parlait à voix basse, même en dehors de l'entreprise. La police invita Lauri à un interrogatoire le jour même où apparut l'information sur les documents litigieux. Les officiers ne cachaient pas. Il était le premier sur la liste des suspects. La logique semblait de faire, si quelqu'un avait un motif pour éliminer Antti, c'était justement l'homme avec qui il partageait argent, projet et responsabilité. La conversation commença calmement. Lauri était un homme posé d'une 50aine d'années, en manteau cher, aux yeux fatigués. Il ne niait pas qu'entre lui et Antti, la tension avait grandi dernièrement. Il s'agissait d'un gros contrat pour la construction d'un complexe résidentiel à Rovaniemi. La somme de l'affaire dépassait 1 million d'euros et de son issue dépendait la réputation de toute la compagnie. Antti, selon Lauri, avait fait une erreur dans les calculs, à cause de laquelle le projet s'était effondré. Virtanen avait perdu non seulement de l'argent, mais aussi la face devant les investisseurs. « Oui,
Nous nous disputions, admit-il. Il m'a laissé tomber. Mais penser que j'aurais pu faire quelque chose à lui et à sa famille, c'est de la folie. Les enquêteurs écoutaient attentivement. Chaque mot était enregistré. Le dessous financier semblait trop convaincant. Dans une ville où les affaires reposent sur la confiance, l'échec d'un contrat pouvait détruire une carrière. Virtanen avait un motif réel, et son irritation ne se cachait même pas pendant l'interrogatoire. Les vérifications ultérieures ne firent que renforcer les soupçons. Dans les rapports bancaires apparurent les traces des pertes qu'avait subies Laurie. Les sommes étaient considérables, des crédits qui pesaient maintenant sur lui, des investisseurs mécontents, une réputation qui craquait de toutes parts. Tout cela le peignait comme un homme acculé. Et les gens dans de telles situations sont capables d'actes désespérés. Pour l'enquête, le tableau se dessinait, le conflit existait, l'argent s'écoulait, les relations se détruisaient. Et si on éliminait Antti, une partie de la culpabilité pouvait disparaître avec lui. Aux yeux de la police, Lauri Virtanen ne devenait plus simplement un partenaire, il se transformait en assassin potentiel. Le soir du 15 décembre, il ne disposait pas de témoins directs capables de confirmer où il se trouvait. À première vue, son alibi béait de vide. Et c'est justement cela qui en fit le principal suspect. Ainsi commença l'étape de l'enquête où les preuves et les émotions menaient dans une direction, vers le partenaire d'affaires de la famille Heikkinen. Mais très bientôt, une vérification minutieuse devait montrer si cette version résisterait à l'épreuve des faits. La vérification des versions commença par le plus évident. Lauri Virtanen restait au centre de l'attention, et toute l'équipe d'enquêteurs se concentra sur ses paroles. Il affirmait que le soir de la tragédie, il se trouvait loin des frontières de la Finlande, à Stockholm, où se tenait une grande conférence de construction. À première vue, cela sonnait comme une couverture commode, mais vérifier de telles affirmations n'est possible qu'avec des faits. La police lui demanda des documents. Virtanen fournit sans hésitation les billets électroniques du vol, la réservation d'hôtel et le programme de la conférence elle-même. Tout semblait trop lisse et donc suscitait encore plus de soupçons. Dans de telles affaires, la falsification de papier n'est pas rare et les versions convaincantes s'avèrent souvent être un écran de fumée. Les enquêteurs allèrent plus loin. Une demande officielle fut envoyée à la compagnie aérienne pour confirmer si Lauri se trouvait vraiment à bord de ce vol Helsinki-Stockholm. La réponse ne laissa aucun doute. Son nom figurait dans les listes de passagers, la carte d'embarquement avait été poinçonnée et les données recoupaient avec le contrôle des passeports. Cela ne suffit pas. Pour exclure la possibilité d'une mise en scène, les criminologues vérifièrent l'itinérance de son téléphone portable. Chaque connexion avec les antennes est enregistrée par l'opérateur et selon ces données, on peut reconstituer l'itinéraire. Les enregistrements montrèrent, le soir du 15 décembre, le téléphone de Virtanen fonctionnait vraiment sur le territoire de la Suède. Plus encore, le matin du 16 décembre, il se connectait depuis le centre de conférence au centre de Stockholm. Le tableau fut complété par des témoins. Plusieurs collègues confirmèrent qu'ils l'avaient vu personnellement à l'événement. L'un d'eux avait même dîné avec lui au restaurant de l'hôtel. Leurs témoignages coïncidaient en temps avec les données du réseau cellulaire. Étape par étape, la version de la culpabilité de Lauri s'effondrait. Toutes les preuves qui semblaient d'abord convaincantes ne résistèrent pas à la vérification. Les difficultés financières et les disputes avec Antti ne pouvaient contrebalancer un alibi de fer. La police fut obligée de reconnaître. Virtanen ne pouvait se trouver à Aavasalo ce soir-là. Ainsi, le principal suspect se retrouva hors jeu. L'enquête perdit le premier et le plus évident fil conducteur. Et maintenant, l'affaire retournait au point de départ, à la maison en périphérie de la ville, où, semblait-il, ne restait plus une seule réponse. Mais c'est justement dans ce vide que bientôt allait se manifester un nouveau détail bien plus important. Quand la version avec le partenaire d'affaires s'effondra définitivement, l'enquête dut revenir au tout début. Dans de tels cas, la seule issue, le travail de routine, conversation avec les voisins, collègues, connaissances.
Tout ce qui semble secondaire devient parfois la clé de la solution. L'interrogatoire des employés de la maternelle Oni au centre d'Avasalo faisait partie justement de ce travail. Mika y allait chaque jour. Et c'était de justement les éducatrices qui connaissaient le mieux comment il se sentait ces derniers jours. Ce soir d'hiver, 2 détectives vinrent voir la directrice et le personnel. Leur question était simple. Comment se comportait la famille ? Y avait-il des bizarreries, des plaintes, des conflits ? La plupart des réponses répétaient la même chose. Les employés disaient qu'Anna amenait toujours son fils à l'heure, que le garçon était curieux et calme, que le père venait parfois le chercher le soir, si le travail le permettait. Aucun signal d'alarme. Famille ordinaire. Tout allait bien chez eux, dirent plusieurs éducatrices d'affilée. Parmi les interrogées se trouvait Elina Koskela. Elle avait à ce moment-là environ 40 ans. Elle travaillait ici depuis de nombreuses années. Dans la ville, on la connaissait comme une femme silencieuse, modeste, qui participait rarement aux événements publics. Elle donna une caractérisation standard. Anna était une mère très attentionnée, s'intéressait toujours au succès de son fils. Antti donnait l'impression d'un homme honnête et responsable. Il ne se disputait jamais. Il semblait que dans ses paroles, il n'y avait rien d'inhabituel, mais les procès-verbaux enregistrent tout, et à la fin de la conversation, le détective posa sa question de service. « Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier ces derniers jours avant le 15 ?» Elina réfléchit un peu et répondit « Oui, le 14 Mika a laissé chez nous un bricolage. Il en était très fier et voulait l'emporter à la maison, mais l'a oublié. Je pensais l'apporter samedi soir, mais n'ai pas eu le temps. » La phrase résonna en passant, presque banalement. Personne ne lui accorda d'importance particulière à ce moment. Mais dans le procès-verbal, elle fut notée. Le bricolage oublié à la maternelle et l'intention de l'éducatrice de passer chez la famille, détails mineurs qui auraient pu se perdre parmi des centaines d'autres. Cependant, ce sont justement de tels détails qui deviennent parfois plus importants que toutes les versions bruyantes. La mention ordinaire que quelqu'un avait l'intention de passer dans la maison des Heikkinen posait une nouvelle direction pour l'enquête. Elle ne semblait pas encore suspecte, mais les détectives avaient déjà noté ce détail pour y revenir plus tard. C'est ainsi qu'apparut pour la première fois dans les documents de l'affaire le nom d'Elina Koskela, une personne à laquelle personne ne pensait encore dans le contexte du crime. Mais ce fil ténu attendait déjà son heure pour mener l'enquête là où personne ne s'y attendait. Parfois l'enquête tourne en rond pendant des semaines, jusqu'à ce que surgisse soudain un détail capable de retourner toute l'affaire. C'est ce qui arriva ici. Au début, les criminologues se cassèrent la tête sur les fibres violettes trouvées près du tapis. Matériaux chers, teintes rares, et expliquer leur présence dans la maison de la famille Heikkinen était impossible. Dans la maison, on ne trouva ni vêtements, ni accessoires de couleurs semblables. La chose appartenait manifestement à quelqu'un d'autre. Quelques semaines plus tard, arriva au laboratoire le rapport définitif. Les fibres furent identifiées comme du cachemire de qualité supérieure. Un tel matériau était produit en série limitée dans une usine en Italie et arrivait en Finlande par un seul réseau de boutiques à Helsinki. Cela signifiait que le cercle des propriétaires s'était très restreint. Il s'agissait non d'un produit de masse, mais d'une chose qu'on pouvait rencontrer extrêmement rarement. Pour les enquêteurs, c'était un indice que le morceau de tissu trouvé pouvait les mener à une personne concrète. En parallèle, continuait l'interrogatoire des témoins. Les détectives décidèrent de retourner à la maternelle Oni pour préciser les détails des derniers jours de Mika. Parfois, les visites répétées ouvrent ce qui avait été manqué la première fois. Les conversations se déroulaient calmement. Les pédagogues racontaient de nouveau la famille, notaient leur ouverture et leur bienveillance. Il semblait qu'on ne pouvait rien dire de nouveau. Et c'est justement dans de tels moments qu'arrivent des coïncidences qui semblent presque mystiques. Quand les détectives passaient par la salle des professeurs, leur regard tomba par hasard sur le porte-manteau commun près de la porte. Parmi les manteaux d'hiver gris et sombres, pendait un accessoire voyant, accrocheur, une écharpe de couleur violette saturée.
Cette même teinte qui figurait déjà depuis plusieurs semaines dans les documents de l'affaire. L'officier, comme par hasard, demanda à la directrice « À qui est cette écharpe ?» La réponse résonna rapidement et sans hésitation. « À Elina. Elle l'aime beaucoup, la porte presque chaque hiver. » Ce détail sembla connecter deux lignes de l'enquête. D'un côté, les fibres oubliées sur le tapis près d'Anna. De l'autre, un objet concret qu'il était facile de reconnaître. Pas un fragment abstrait de tissu, mais une chose appartenant à une personne à laquelle jusqu'alors personne ne pensait dans le contexte du crime. Une note fut faite dans le procès-verbal. Maintenant, le nom d'Elina Koskela cessait d'être simplement une ligne dans la liste des témoins. Il désignait un fil possible menant à la solution. Pour les enquêteurs, ce fut un véritable tournant. Toutes les versions précédentes s'étaient effondrées. Ni conflit d'affaires, ni rumeur d'ennemis ne s'étaient confirmées. Mais dans une salle des professeurs ordinaires, parmi les manteaux et les bottes, émergea un détail qui connectait pour la première fois la maison des Heikkinen et une personne concrète. Ainsi apparut pour la première fois dans l'affaire un objet capable de lier le lieu du crime et une personne vivante. Et c'est à partir de ce moment que l'enquête entra dans une nouvelle phase, où chaque détail autour d'Elina Koskela acquérait un tout autre poids. La coïncidence de couleurs pouvait être juste une coïncidence. Un seul regard sur l'écharpe dans la salle des professeurs ne pouvait transformer un témoin en suspect. L'enquête avait besoin de faits qui résisteraient à la pression du tribunal. C'est justement pourquoi tout l'espoir était dans les experts criminologues qui devaient répondre à la question principale. Les fibres trouvées près du tapis dans la maison des Heikkinen correspondaient-elles au tissu de l'écharpe d'Elina Koskela? Avant d'ordonner l'analyse, Elina fut convoquée pour un interrogatoire répété. Extérieurement, elle se tenait calmement. Aux questions, elle répondait posément, sans agitation évidente. Quand il fut question de l'écharpe, elle haussa légèrement les épaules et dit qu'elle l'avait perdue environ une semaine auparavant. « Je ne sais même pas où exactement », ajouta-t-elle. « Peut-être l'ai-je laissée dans l'autobus ou perdue dans la rue. » Les mots résonnèrent banalement, mais pour les enquêteurs, ils devinrent un signal. Si l'écharpe avait vraiment été perdue, pourquoi pendait-elle dans la salle des professeurs, soigneusement pliée et entretenue? Après cette conversation fut obtenu un mandat de saisie de l'objet. L'écharpe fut emballée dans un conteneur séparé et envoyée au laboratoire. Là l'attendèrent les méthodes d'analyse les plus modernes. Comparaison de la microstructure des fibres sous microscope électronique, recherche des colorants et de la composition du tissu, détermination de la source d'origine des fils. Les résultats commencèrent à arriver par parties. D'abord, les experts confirmèrent le matériau, 100% cachemire, l'eau rare, produite en Italie. La même conclusion que pour les fibres trouvées dans la maison. Ensuite, ils comparèrent la coloration. Le colorant avait une formule chimique unique qu'utilisait une seule usine. La coïncidence fut complète. Puis vint le moment principal, la confrontation des microparticules. Sous le microscope, les criminologues virent que la structure des fils du tapis et des fils de l'écharpe était identique jusqu'aux plus petits détails. Épaisseur, cassure, même les défauts caractéristiques du filage coïncidaient. La probabilité statistique d'une coïncidence accidentelle était d'un cas sur 10 millions. La conclusion officielle sonnait sans ambiguïté. Les fibres découvertes dans la maison des Heikkinen provenaient précisément de l'écharpe d'Elina Koskela. Dans le langage de l'enquête, cela signifiait un lien direct entre elle et le lieu du crime. Pour la police, ce fut un moment décisif. Jusqu'alors, tout reposait sur des suppositions et des circonstances indirectes. Maintenant apparaissait dans l'affaire la première preuve scientifique. Elina de témoin se transformait en figure qu'il fallait vérifier de la façon la plus minutieuse. L'enquête, qui semblait engagée dans une impasse, recevait un nouvel élan. Et cet élan menait directement à l'éducatrice qui, pendant de longues années, semblait dans la ville une femme silencieuse et inoffensive. Il restait à l'enquête le plus difficile. Comprendre pourquoi son écharpe s'était retrouvée dans la maison des Heikkinen et quel rôle elle avait joué dans la tragédie. Quand le nom d'Elina Koskela se retrouva au centre de l'enquête,
Les enquêteurs eurent le sentiment que le puzzle allait se résoudre. Mais plus ils regardaient Kay profondément dans sa vie, plus de questions apparaissaient. Oui, la preuve pointait directement vers elle, mais le motif restait caché, comme s'il n'existait pas du tout. En premier lieu, on vérifia la biographie. Elina était née et avait grandi à Aavasalo. Toute sa vie vécue dans cette ville. Elle avait 42 ans, n'avait jamais été mariée, n'avait pas d'enfant. Presque 20 ans, elle avait travaillé à la maternelle, Oni. Pendant ces années, des dizaines de familles l'avaient connue. Les parents laissaient des remerciements, les collègues parlaient de sa conscience professionnelle et de sa fiabilité. On parlait d'elle comme d'une personne silencieuse qui se tenait à l'écart des commérages et des conflits bruyants. On ne lui découvrit pas de problèmes financiers. Le salaire d'éducatrice était modeste, mais stable. Sur ses comptes, il n'y avait pas d'opérations suspectes, de crédit ou de dette. Sa maison était petite, vieille, mais entretenue. Les voisins notaient qu'Elina vivait pauvrement, mais toujours proprement et modestement. Les archives de police montrèrent qu'elle n'avait pas eu d'ennui, ni dans sa jeunesse, ni à l'âge adulte, ni bagarre, ni plainte de voisins, ni amende pour hooliganisme. L'enquête se trouvait face à une citoyenne presque parfaite, en rien remarquable et certainement pas ressemblant à une personne capable d'un crime cruel. Mais c'était justement cette absence d'explication qui rendait la situation inquiétante. Tout pointait vers elle, mais le pourquoi restait une place vide. En criminalistique, de telles affaires sont toujours les plus difficiles, quand il y a une preuve, mais pas de raison qui aurait pu pousser à l'action. Les détectives commencèrent à étudier son dossier personnel. Il contenait des informations standards, date de naissance, lieu de travail, certificats médicaux, informations sur l'éducation. Et là, parmi les lignes sèches, fut découvert un détail qui changea le cours de toute l'enquête. Elina avait terminé l'école secondaire d'Aavasalo en 1988. En recoupant ces données, l'enquêteur remarqua un nom familier dans la liste des diplômés. Anna Häkkinen, de son nom de jeune fille Mäkinen, avait étudié dans la même école et l'avait terminée la même année. Elles étaient camarades de classe. Ce fait devint décisif. La coïncidence, qui semblait insignifiante, ouvrait une couche complètement nouvelle de motifs possibles. Si Anna et Elina se connaissèrent depuis la jeunesse, alors dans leur passé pouvait se cacher ce dont personne ne parlait. À partir de ce moment, l'enquête devait s'approfondir dans le passé. Parce que c'est là que pouvait se trouver l'explication de ce qui s'était passé dans la maison de la famille Häkkinen. Le lien entre Elina et Anna mena les enquêteurs au-delà des faits secs et des analyses de laboratoire. Pour comprendre ce qui se cachait derrière cette ligne, il fallait revenir là où tout avait commencé, aux années d'école. Et c'est justement ici que s'ouvrit une perspective nouvelle, inattendue. Les interrogatoires d'anciens camarades de classe devinrent un moment décisif. Les gens, qui s'étaient depuis longtemps dispersés dans différentes villes, se souvenaient soudain de ce qu'était la vie à l'école de la fin des années 80. Le tableau qui se dessinait n'était pas en faveur d'Elina. Le témoin numéro 1 dit directement « Anna était une star. Elle avait toujours beaucoup d'amis. Tous l'aimaient. Elle était de celles qui donnent le ton dans la classe. » Par opposition, Elina semblait silencieuse, renfermée, couris grise. C'est ainsi que la caractérisa ce même camarade de classe. Le témoin numéro 2 alla plus loin. Anna et ses amis taquinaient constamment Elina. Parfois cela ressemblait à des plaisanteries. Mais en fait, c'était dur. Elle pouvait se moquer de ses vêtements, de sa coiffure, même du fait qu'Elina s'asseyait toujours seule. Cela dura des années. Le témoin numéro 3 se souvint d'un épisode qui s'avéra plus tard clé. Après la remise des diplômes, nous avons tous appris qu'Elina était à l'hôpital. Elle avait fait une dépression nerveuse. Tous disaient que la cause était le harcèlement qu'avait organisé Anna. C'était une histoire lourde, mais alors peu s'y intéressaient. Nous étions adolescents. Nous pensions que c'était juste de la rancune.
Mais pour elle, cela s'avéra être une vraie tragédie. Les documents des archives médicales confirmèrent ces paroles. En 1988, Elina avait vraiment passé plusieurs semaines sous observation psychiatrique. Le diagnostic, épuisement émotionnel sévère. Les médecins liaient cela à la charge psychologique et à l'environnement traumatisant. Le tableau du passé devenait de plus en plus sombre. Pour Anna, ses années d'école s'étaient depuis longtemps effacées de la mémoire. Elle avait grandi, s'était mariée, avait déménagé dans la maison en périphérie de la ville et avait construit une nouvelle vie. Mais pour Elina, ces années, au contraire, restaient une blessure qui ne cicatrisait pas. Le harcèlement, les humiliations, la solitude, tout cela continuait à vivre dans sa conscience. Quand 20 ans plus tard, le destin les réunit de nouveau, les rôles changèrent. Anna était une épouse et mère heureuse. Elle avait une maison, une famille, le respect dans la société. Et Elina restait une femme solitaire dans un vieil appartement, avec un travail qui n'apportait pas de joie particulière. La rencontre avec Anna à la maternelle, où Elina dut la revoir chaque jour, devint le déclencheur qui réveilla les vieilles rancunes. Les enquêteurs commençaient pas à pas à comprendre. Il s'agissait non d'un éclat d'agression accidentelle, non d'un motif cupide, et non d'une folie soudaine. C'était une vengeance qui mûrissait depuis des décennies, un conflit caché, commencé entre les murs de l'école, qui eut sa continuation monstrueuse de nombreuses années plus tard. Maintenant, la version de l'enquête obtenait une base. Elina Koskela cessait d'être une figure abstraite avec une preuve dans les mains. Elle devenait une personne avec un passé qui pouvait l'avoir poussée à ce qui s'était passé dans la maison des Heikkinen. L'enquête continuait. Il restait le plus important, rassembler des preuves qui pourraient non seulement montrer le motif, mais aussi confirmer la participation d'Elina à la tragédie. Quand la version du conflit scolaire passé fut confirmée par les témoignages, la police n'eut plus de doute. Il était temps de passer des allusions indirectes à la confrontation directe. Elina Koskela fut arrêtée officiellement et amenée au commissariat. L'atmosphère de la salle d'interrogatoire était froide et stricte. Murs blancs, table métallique, 2 officiers en face et caméra vidéo dans le coin, fixant chaque détail. L'interrogatoire commença par les formalités. On lui lut ses droits. On lui expliqua le statut de suspecte. Elina était assise immobile, mains sur les genoux, regard dirigé vers le bas. Dans son comportement, il n'y avait ni panique, ni larmes. Il semblait qu'elle savait comment il fallait se tenir. En premier lieu, les enquêteurs lui présentèrent la conclusion de l'expertise criminalistique. Dans le dossier se trouvaient des photos de fibres, une comparaison sous microscope, des chiffres de probabilité de coïncidence. Ces fibres ont été trouvées dans la maison de la famille Heikkinen. Elles proviennent de votre écharpe. La coïncidence est exclue, prononça le détective. Elina leva les yeux, regarda calmement les clichés et prononça doucement « Je l'ai perdu ». Cela ne prouve pas que j'y étais. Suivirent ensuite les témoignages de ses anciens camarades de classe. Le détective lut les procès-verbaux, récit de comment Anna et ses amis humiliaient Elina, comment elle se moquait d'elle, comment, après la remise des diplômes, elle s'était retrouvée à l'hôpital. Les mots, qui auraient dû provoquer une tempête d'émotions, ne changèrent pas l'expression de son visage. Elle écoutait, légèrement froncée, mais n'interrompait pas. La tension dans la pièce montait. L'enquêteur se pencha en avant. « Vous connaissiez Anna depuis l'enfance. Vous aviez un conflit. Vous vous êtes retrouvés 20 ans plus tard. Vous aviez un motif. » Sur ces mots, il fit une pause, attendant une réaction. Mais Elina prononça seulement « Je n'ai rien fait. Tout cela est imaginé. » Chaque nouvel argument se brisait contre son calme. On lui présenta les relevés d'appels de téléphone portable, confirmant qu'elle se trouvait chez elle le soir du 15 décembre, à seulement 20 minutes de marche de la famille Heikkinen. Elle répondit « Oui, j'étais chez moi. Mais cela ne signifie pas que j'y suis allée. » L'interrogatoire dura plusieurs heures.
Les enquêteurs espéraient un craquage, un lapsus, une émotion qui la trahirait. Mais Elina restait inébranlable. Ses réponses étaient courtes, rodées. Elle niait tout ce qui sortait du cadre des faits évidents. En finale, résonna la question principale. Avez-vous tué Antti, Anna et Mika pour vous venger de ce qui s'était passé à l'école? Un silence s'installa qui sembla une éternité. Puis Elina prononça calmement « Je n'ai rien fait. Vous vous trompez. » Après ces mots, elle demanda un avocat et refusa de continuer à témoigner. Pour l'enquête, ce fut une lourde déception. Ils avaient en main des preuves, ils avaient des motifs, mais ils n'avaient pas d'aveu. Le déni froid rendait Elina encore plus énigmatique. À l'intérieur de la salle d'interrogatoire, elle ne ressemblait pas à une personne qu'on avait acculée au mur, mais à une femme prête à tenir jusqu'au bout. L'enquête ne pouvait s'arrêter sur ses paroles. Maintenant, il ne restait qu'une chose. Chercher des preuves matérielles qui mettraient le point final là où les aveux n'avaient pas suffi. Après le refus froid lors de l'interrogatoire, il devint clair. Il n'y aurait pas d'aveu d'Elina Koskela. Toutes ces réponses se construisaient autour d'une ligne, le déni. Mais un seul déni au tribunal ne sauve pas, si l'enquête a en main la chose qui pourra mettre le point final. Et c'est justement cela que comprenaient les détectives. Sans preuve directe, l'affaire pouvait s'effondrer. Restait la dernière étape, la perquisition. Le tribunal délivra un mandat et un groupe d'enquêteurs se rendit dans la vieille maison à 2 étages où vivait Elina. L'appartement les accueillit avec un silence froid et un ordre parfait. Sur les étagères, des livres de pédagogie sur la table, une pile de dessins d'enfants, dans les armoires, des vêtements soigneusement pliés. Tout semblait comme si on n'avait jamais rien caché de sombre ici. Les heures passaient et les recherches ne donnaient pas de résultats. Il semblait que dans cet appartement même à la loupe, on ne trouverait rien. Mais la maison avait une cave, sombre, humide, avec un sol en béton irrégulier. Ils y descendirent, tout à la fin. Plusieurs vieilles planches dans le coin étaient apposées inhabituellement soigneusement, comme si quelqu'un avait spécialement fermé avec elles une niche. En soulevant les planches, les enquêteurs virent un sac en plastique, enveloppé de scotch. Quand le sac fut ouvert, à l'intérieur se trouvait un couteau de cuisine avec une lame longue de 20 cm. Le couteau était soigneusement lavé, ni tache, ni odeur. À première vue, objet ordinaire. Mais les criminologues savaient, le métal conserve plus qu'on peut remarquer. Au laboratoire, les experts utilisèrent la microscopie et les réactifs chimiques. Et dans les plus petites fissures sur le manche, ils découvrirent des traces de sang séché. L'analyse ADN ultérieure donna la réponse que tous attendaient. Les échantillons coïncidèrent avec les profils d'Anna et Antti Heikkinen. Ce fut la percée. Aucun déni ne pouvait plus rayer le fait. L'arme se trouvait dans la cave d'Elina Koskela et elle conservait sur elle les traces de la famille. Pour l'enquête, ce fut ce fameux pistolet fumant. Maintenant, l'affaire avait non seulement des preuves indirectes et un motif psychologique, mais aussi une preuve directe qui liait la suspecte à la tragédie dans la maison de la rue de l'Aurore boréale. Il ne restait plus qu'une chose, mener cette affaire au tribunal où se déciderait le sort définitif d'Elina Koskela. Quand les résultats de l'expertise du couteau furent prêts, Elina fut de nouveau amenée dans la salle d'interrogatoire. L'atmosphère était tendue, mais déjà sans allusion à l'intrigue. Les enquêteurs savaient qu'ils avaient en main la clé de l'énigme. Sur la table métallique fut posé un mince dossier. À l'intérieur, la conclusion du laboratoire criminalistique, confirmée par les signatures des experts et les cachets. L'enquêteur déplia lentement le document et lut à haute voix. Sur la lame du couteau, saisie dans la cave à l'adresse rue Pienikuja 7, ont été découvertes des traces de sang. L'analyse ADN a montré une coïncidence complète avec les échantillons biologiques d'Anna et Antti Heikkinen.
la probabilité d'une coïncidence accidentelle est exclue. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Il devint si silencieux dans la pièce qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Elina était assise droite. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle leva les yeux sur les feuillets de papier, puis regarda l'enquêteur et baissa de nouveau les yeux. Ni indignation, ni cri, ni même tentative de se justifier. Seulement le silence. L'enquêteur fit une pause, puis poussa le dossier plus près d'elle. « C'est à vous. C'était chez vous. Et sur ce couteau, il y a le sang de la famille Heikkinen. Pouvez-vous dire quelque chose ?» demanda-t-il, essayant de saisir toute réaction. Mais Elina ne prononça pas un mot. Dans le procès-verbal de l'interrogatoire, cette scène est reflétée laconiquement. La suspecte a pris connaissance de la conclusion d'expertise, a refusé de témoigner. Pour la police, ce silence devint le point final. Dans le monde de la justice, parfois le silence est plus fort que tous les mots. Elle n'avoua pas sa culpabilité, mais ne se mit pas non plus à nier l'évident. Face aux faits, elle n'avait plus d'espace pour manœuvrer. L'affaire d'Elina Koskela fut reconnue prête pour transmission au tribunal. Maintenant, tous les fils, du passé scolaire au couteau trouvé, devaient servir de base à l'accusation. Devant attendait le tribunal du jury, qui devait mettre le point final définitif à cette histoire. Maintenant, quand toutes les preuves étaient rassemblées et réunies en une ligne, l'enquête put reconstituer minute par minute comment se déroulèrent exactement les événements de ce soir de décembre. Cette version servit de base à l'accusation et devint l'élément central de l'affaire au tribunal. Selon les matériaux de l'enquête, tout commença le 15 décembre 2012 vers 19h. Elina Koskela sortit de son appartement et se dirigea à pied vers la maison des Heikkinen. Dans la rue, il faisait sombre. La neige crissait sous les pieds et ses pas étaient cachés par le silence habituel d'Aava Salo. Dans ses mains, elle avait un sac, à l'intérieur duquel se trouvait le bricolage d'enfants oubliés à la maternelle. C'est justement cet objet qu'elle choisit comme prétexte pour entrer dans la maison. Quand Elina frappa à la porte, sur le seuil apparut Anna. Elle connaissait l'éducatrice de son fils, lui faisait confiance. Donc sans hésitation, la fit entrer dans la maison. À l'intérieur, les femmes passèrent dans la cuisine. Là, dans l'ambiance domestique ordinaire, la conversation s'interrompit de la façon la plus brutale. Selon la version de l'accusation, c'est justement ici qu'Elina sortit de son sac le couteau et porta à Anna le premier coup. Tout se passa soudainement et il n'y eut presque pas de résistance. Après cela, le silence s'installa dans la maison. À ce moment, Antti se trouvait dans le garage. Il revint dans la maison quelques minutes plus tard. Dans l'entrée l'attendait Elina. Elle l'accueillit par une attaque soudaine. Le coup fut rapide et précis. Antti n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait et tomba près de la porte même. Le dernier restait Mika, qui à ce moment se trouvait dans sa chambre au 2e étage. Entendant le bruit, il se cacha, mais Elina monta à l'étage. Il fut trouvé dans l'armoire, où il essayait de se cacher. L'accusation affirmait qu'Elina acheva ce qu'elle avait conçu justement là, dans la chambre d'enfant, au milieu des jouets et des dessins sur les murs. Après cela, elle rassembla soigneusement le couteau apporté avec elle, le cacha dans son sac et sortit de la maison. Elle ferma la porte, laissant tout comme si rien ne s'était passé à l'intérieur. Puis elle rentra à pied chez elle et plus tard, cacha le couteau dans la cave sous de vieilles planches où il resta jusqu'à la perquisition. La chronologie semblait claire et achevée. Elle réunissait tous les éléments, le bricolage oublié, qui devint le prétexte pour la visite, la confiance d'Anna, qui permit d'entrer sans soupçon, et le couteau soigneusement préparé, apporté à l'avance. Ainsi, l'enquête eut en main un tableau complet, action préméditée, plan soigneusement réfléchi, et séquence d'étapes qui expliquaient comment Elina Koskela réalisa sa vengeance de longue date. C'est justement cette reconstitution qui devait servir de base à l'accusation au tribunal.
Le procès de l'affaire d'Elina Koskela commença en octobre 2013 au tribunal d'arrondissement de Laponie. La salle était pleine. Journalistes, voisins, parents des victimes et même anciens collègues de l'accusé. Dans la petite ville, de tels procès arrivent extrêmement rarement, et c'est pourquoi l'attention portée à l'affaire fut maximale. L'atmosphère rappelait un théâtre, où chaque mot du procureur ou de l'avocat était perçu comme une réplique dans un spectacle, mais le prix de ce spectacle était trop élevé. Le procès dura 3 semaines. L'accusation construisit sa ligne méthodiquement et de façon cohérente. Sur la table du jury furent posées toutes les preuves clés. Conclusion des experts sur les fibres, qui coïncidaient avec l'écharpe d'Elina. Résultat de l'analyse du couteau, trouvé dans sa cave. Témoignages des témoins qui connaissèrent le passé. Scolaire d'Anna et Elina. Le procureur fit une attention particulière aux motifs. Des décennies de haine refoulée, qui finalement se déversèrent en crimes monstrueux. Chaque jour, des séances s'accompagnaient de lectures de procès-verbaux, de démonstrations de photos du lieu du crime, ainsi que d'interventions de témoins. Les collègues d'Anna racontaient sa vie ces derniers mois. Les voisins confirmaient que le soir du 15 décembre, ils avaient vu de la lumière aux fenêtres. Et le matin du 16, la maison semblait déjà fermée et sans vie. Les anciens camarades de classe parlèrent du harcèlement qu'avait subi Elina et de comment Anna était au centre de l'attention du collectif scolaire. Tout cela se composait en un tableau complet et effrayant. La défense construisait sa ligne autrement. L'avocat insistait que les preuves étaient indirectes. Ni empreinte digitale sur le couteau, ni témoin direct de la pénétration dans la maison. Il affirmait que les fibres trouvées avaient pu s'y retrouver par hasard, et le motif du harcèlement scolaire était trop flou et n'avait pas de rapport direct avec les événements de 20 ans auparavant. Il demandait au jury de se souvenir du principe de présomption d'innocence et de ne pas permettre aux émotions de masquer le bon sens. Elina Koskela elle-même gardait le silence. Elle refusa de témoigner, répéta seulement plusieurs fois « Je n'ai rien fait ». Son comportement retenu ne faisait que renforcer l'impression du procès. Quelqu'un dans la salle voyait en cela une assurance froide, quelqu'un une indifférence totale, et quelqu'un une tentative désespérée de se cacher derrière un mur de silence. Le jour final, le procureur fit son discours de conclusion. Il souligna que l'affaire reposait non sur une seule trouvaille accidentelle, mais sur une chaîne de faits qu'il était impossible d'ignorer. Fibres uniques, couteaux avec des particules de sang, motifs plongeant ses racines dans le passé. Tout cela, selon ses mots, excluait la possibilité d'erreur. La séance du jury dura plusieurs heures. Quand ils revinrent dans la salle, la tension était si forte qu'on pouvait entendre la respiration de chaque présent. Le verdict résonna clairement « coupable ». Le tribunal condamna Elina Koskela à la prison à vie sans droit à libération anticipée. La sentence fut accueillie par un silence total. Personne ne se réjouit, ni n'applaudit. Dans la salle régnait l'atmosphère de la fin d'une histoire où il ne restait pas de vainqueur. Ainsi se termina l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire de la Laponie. Mais même avec le prononcé de la sentence restait un lourd résidu. Des réponses n'avaient pas été données à toutes les questions. Et l'ombre du passé scolaire continuait à planer sur cette tragédie. Après la sentence, l'histoire ne se termina pas. Elina Koskela fut transférée dans une prison de type fermé, où elle purge la prison à vie. Elle ne tenta pas de faire appel de la décision du tribunal, ne donna pas d'interview et n'écrivit pas de lettres. Pendant les années après le procès, son nom ne résonna plus publiquement. Beaucoup plus fort fut l'écho de l'affaire elle-même. En Finlande, elle provoqua une discussion sérieuse sur les conséquences du harcèlement scolaire. Pour la première fois, on parla si ouvertement du fait que le harcèlement peut laisser des cicatrices pour toute la vie et un jour se déverser en tragédie. Pour Aava Salo, cette histoire devint décisive. La ville, qui pendant des décennies avait vécu avec la réputation d'endroit tranquille, devint le symbole de la douleur cachée et des destins brisés. Les gens évitèrent encore longtemps la rue de l'Aurore boréale,
où autrefois se dressait la maison des Heikkinen. Ainsi, l'affaire d'Elina Koskela devint non seulement une histoire criminelle, mais un rappel que le passé ne disparaît jamais sans laisser de traces.